c'est impossible de complètement donner son avis sur les réseaux. En fait, les gens vont dire oui, mais tu es créateur de contenu, tu es libre de dire ce que tu fais, mais fondamentalement, non. Il y a l'algorithme, il y a ton audience, et il y a aussi comment les institutions, tes marques, les partenaires avec qui tu peux interagir voient ton contenu. Moi, c'est Victor, je suis créateur de contenu en géopolitique sur les réseaux sociaux, Victor DSTG. J'ai un bachelor de relations internationales, c'est une licence de la London School of Economics and Political Science et actuellement je suis en master de philosophie politique et éthique à la Sorbonne. Un bachelor de relations internationales, c'est en gros un cours de relations internationales mais étalé sur 3 ans où on va couvrir l'entièreté en fait de la pensée académique et scientifique des relations internationales, ce qui me permet après d'appliquer cette approche un peu scientifique, académique, argumentative dans les vidéos que je fais pour essayer d'amener de la plus-value et d'amener du fond sur les réseaux sociaux, ce qui est compliqué mais ce qui est nécessaire quand on parle de géopolitique. Les gens adorent la géopolitique en France, ça c'est un fait et je mourrais pour défendre cette idée, parce que je ne fais que rencontrer des jeunes qui me disent mais c'est passionnant, j'ai envie de travailler dans la diplomatie, j'ai envie de travailler dans le journalisme, c'est inspirant ce que tu fais, j'annonce des conférences, il y a des abonnés qui viennent me voir, qui me disent ah, merci d'avoir parlé de la conférence, etc. Donc il y a un véritable engouement. Mais aujourd'hui, malheureusement, le système éducatif français fait qu'il y a peu de licences de relations internationales. Souvent, c'est dans des établissements privés. Et surtout, en fait, le débat public français, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé sur les réseaux sociaux, le débat public français est très pauvre en qualité géopolitique, en qualité d'analyse. En fait, c'est souvent des avis. On confond souvent opinion et fait, alors que les relations internationales, et c'est ce que j'essaie de défendre, c'est en soi quasiment une science. Les concepts que je traite en particulier, moi je suis attaché à la démocratie, aux droits de l'homme, aux questions de sécurité, aux questions de gouvernance mondiale. Sur les questions de sécurité, j'ai par exemple fait une vidéo sur les violences dans la guerre du Tigré au nord de l'Éthiopie, ou encore sur les questions de démocratie. J'étais ce week-end à une table ronde et un forum de la diaspora russe qui lutte contre le régime de Vladimir Poutine. Donc tout ça, c'est des sujets que je vais englober, que je vais essayer de traiter, qui vont du droit humanitaire international à de l'économie, sur la question de, par exemple, des tarifs douaniers américains, à des questions de sécurité. Par exemple, le très regretté accord des sous-marins entre la France et l'Australie, c'est un sujet que j'ai traité, ou des questions de défense avec des drones, l'intelligence artificielle. J'étais au sommet de l'IA en février dernier, par exemple. Parler de défense, c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Il y a des ressources qui existent, par exemple les livres blancs ou des ressources académiques sur de l'analyse plus aspect relations internationales. Donc mon travail, c'est un peu d'essayer d'amener ce que je vois, soit sur le terrain quand je couvre des événements, ce que je vois dans la littérature, dans la presse, et d'amener un argument à mon audience en essayant d'être le plus synthétique et le plus clair possible. La défense, c'est à la portée de ceux qui veulent vraiment s'y intéresser. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y ait des sujets qui soient éminemment compliqués, comme pourrait être la physique quantique par exemple. La défense, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des enjeux d'intérêt. Moi, je suis héritier de la théorie réaliste des relations internationales qui dit que les États cherchent la maximisation de leurs intérêts, en particulier par la défense. Et donc, c'est en comprenant un petit peu ces mécaniques entre les États, des relations entre les États, des relations à l'intérieur de l'État, parce que je traite aussi de politique française, qu'on peut justement essayer de comprendre, quand bien même on n'a pas d'approche directe. La majorité de nos anciens ministres de la Défense, d'ailleurs, n'ont pas vraiment de grande carrière dans la défense. Et donc vraiment, mon message aux jeunes comme moi, c'est de dire, mais engagez-vous dans toutes les activités associatives, étudiantes, contactez des structures, faites des stages. C'est un premier pas dans la défense. Ça ne veut pas dire que vous y ferez forcément carrière, mais c'est un excellent moyen de voir concrètement ce qui s'y passe. Vous pouvez faire des wargames, des exercices, rencontrer des personnalités qui ont fait carrière dedans. Et je pense que ça permet vraiment de se forger une idée sur ce qu'on veut faire et ce qu'est vraiment la défense. Fondamentalement, la défense fait partie des relations internationales. Mais la défense a cet intérêt qu'ont d'ailleurs toutes les autres disciplines dans les relations internationales, c'est qu'il y a quand même un rapport à l'État et donc un rapport au pays en tant que tel. On ne peut pas parler de défense si on parle que de diplomatie, si on parle que de relations des armées, etc. Tu ne peux pas faire la guerre à un pays si ton armée n'est pas en état de la faire ou si ton pays est en état de guerre civile, par exemple. Entre les relations internationales et la défense, il y a toujours ces deux niveaux entre la nation et l'international. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. En fait, quand on fait la défense, on fait aussi un budget de défense. Il y a tout un travail parlementaire, tout un travail législatif. Et donc, parler de défense, les gens s'imaginent des tanks, des armes, etc. Mais c'est quand même très holistique, c'est-à-dire que c'est quand même très général dans l'approche. Il y a 15 000 métiers dans la défense. C'est impossible de complètement donner son avis sur les réseaux. En fait, les gens vont dire oui, mais tu es créateur de contenu, tu es libre de dire ce que tu fais, mais fondamentalement, non. Il y a l'algorithme, il y a ton audience, et il y a aussi comment les institutions, tes marques, les partenaires avec qui tu peux interagir voient ton contenu. Donc c'est toujours une ligne très fine entre ton éthique personnelle. Moi, j'essaie de faire un travail journalistique. Donc évidemment, j'essaie d'être libre dans ce que je dis. Mais si je parle de certains mots violents qui ont des connotations importantes,
l'algorithme va shadowban ma vidéo et ma vidéo ne va jamais être vue. Donc en soi, je serai libre d'avoir dit ce que j'ai dit, mais ma parole sera étouffée dans l'immensité de l'algorithme. Même chose si je veux travailler avec des marques ou des institutions, tu ne peux pas dire tout ce que tu veux sur les réseaux. Il faut aussi avoir conscience que, évidemment, tu ne peux pas être injurieux ou tu ne peux pas lancer des accusations qui sont sans fondement contre des États, des institutions, etc. Tout ce que tu dis doit être écrit, précisé, argumenté. En tout cas, c'est la vision que j'ai sur les réseaux. Sinon, tu te prends une vague de déferlement de personnes qui ne vont pas être d'accord avec toi, de critiques, voire d'harcèlement. Je sais qu'il y a une quinzaine de pays, voire plus, où si j'y mets les pieds, je risque la prison, voire la mort. Ça, malheureusement, c'est ce que risquent fondamentalement toutes les personnes qui donnent leur avis. Je sais que j'ai par exemple parlé du Tibet, j'ai parlé de Taïwan. Donc faire un voyage en Chine, ça risque d'être compliqué. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais il faut toujours avoir cette idée que quand on se lance sur les réseaux sociaux, c'est un moyen exceptionnel de toucher un public très large. Mais quand on parle de géopolitique, quand on parle de politique, quand on donne son avis fondamentalement, on expose aussi sa propre personne. Donc à tous les gens qui nous regardent, il faut aussi faire attention sur ce que vous postez. Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à faire ce que je fais parce que je trouve qu'il y a un réel intérêt général. Aujourd'hui, il y a peu de personnes sur TikTok et Instagram qui parlent vraiment de géopolitique. Il y en a et des bons amis à moi, et je pense que vous les reverrez probablement sur cette chaîne des jeunes IHEDN, mais c'est un nombre infime et pourtant c'est ô combien nécessaire parce que sans défense nationale, fondamentalement, l'État n'existe plus. Et pour avoir une défense nationale, il faut avoir une compréhension de cette défense dans le débat public. Et donc mes vidéos sur la géopolitique, sur les relations nationales, j'essaye justement d'amener cette compréhension, ou en tout cas des clés d'analyse à mon audience pour qu'ils puissent un peu dégager le brouillard de sujets qui paraissent très complexes, mais qui fondamentalement, quand on décortique, quand on explique, peuvent être explicables à quelqu'un qui n'y connaît rien. Je me souviens, j'avais fait une vidéo, c'était sur la Russie, je poste la vidéo, 5 minutes après, il y a 13 000 commentaires. 13 000 commentaires qui ont à peu près tous les mêmes éléments de langage, à peu près tous des messages injurieux, etc. C'était au début de l'invasion en Ukraine, c'était dans les tout débuts de mes vidéos, et c'est là où j'ai vu vraiment, ok, waouh, ça existe vraiment. Maintenant, c'est une vidéo isolée et ce n'est pas représentatif de l'entièreté des actions de la Russie ou d'autres pays dans une guerre asymétrique. Mais c'est des sujets qui existent, c'est des exemples qui sont réels. Et aujourd'hui, faire de la création de contenu, en tout cas en géopolitique, moi je fais du débunkage. Et le débunkage, c'est important. Parce que quand on voit une vidéo qui fait plusieurs centaines de milliers de vues, surtout avec les deepfakes ou les manipulations ou des informations qui paraissent vraies mais qui fondamentalement sont fausses, c'est extrêmement important de pouvoir dire « Ok, là, stop, factuellement, ça, c'est faux ». Quand on parle des informations, je vais vous donner un exemple. En juin, j'étais invité à la conférence de presse du président au Palais de l'Élysée sur la guerre entre Israël et l'Iran. Et quelques jours après, je tombe sur une vidéo où quelqu'un dit que Macron avait annoncé qu'il soutiendrait Israël si Israël attaquait l'Iran. Moi, évidemment, j'étais à la conférence, j'ai vu réellement ce qu'il a dit. Ce n'était pas du tout la position qu'il avait. Il appelait Israël à se restreindre, à ne pas provoquer l'escalade, donc complètement l'inverse de ce que disait la vidéo. Je ne pense pas que ça ait été mis par une puissance étrangère, etc. Peut-être qu'il y a juste quelqu'un qui voulait faire du buzz ou des informations ou se faire de l'argent. Mais quand on y pense, quand on voit ces vidéos une fois, 5 fois, 10 fois, c'est un réel problème et un danger pour la démocratie parce que combien de personnes, après avoir vu une vidéo, vont aller vérifier si ce qu'a dit la vidéo est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que je mets toutes mes sources en description et que j'invite les gens à aller voir les sources de ce que je dis. Est-ce que c'est aisé? Non. Comment est-ce que tu veux résumer un conflit en 2 minutes sans te faire des crève-cœurs et te dire « Ah, j'adorerais parler de ce sujet, mais je ne peux pas, c'est trop niche, il faut simplifier, les gens n'y connaissent pas. » Donc évidemment, tu fais des concessions, c'est pas aisé. Tu dois toujours suivre l'actualité, te dire « Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde? Est-ce que ça c'est important ?» Toujours être à l'affût. Mais fondamentalement, moi je pense que créer des vidéos, en tout cas sur la politique et la géopolitique, c'est d'intérêt public. C'est d'intérêt public et je pense que c'est d'autant plus important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je soutiens tous les créateurs qui, comme moi, le font. Il y en a qui sont plus gros, il y en a qui sont plus petits. Je leur dis, mais lancez-vous. Mais après, c'est un engagement qui est personnel, qui est psychologique, qui est financier aussi. On ne gagne pas fondamentalement beaucoup sa vie parce qu'on travaille avec des institutions qui n'ont pas vraiment de budget ou pas beaucoup. On n'est pas encore très reconnu dans le milieu. Mais quand on voit des gens qui nous disent, ok, merci Victor, je n'avais pas compris un sujet, j'avais peur, j'étais stressé, tu m'as expliqué la situation, maintenant ça va mieux. Pour moi, ça justifie tout ce que je fais. Est-ce que les gens s'intéressent plus à la géopolitique et à la défense? Honnêtement, je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que dans le débat public, depuis l'invasion russe de l'Ukraine ou ce qui se passe au Moyen-Orient, les gens s'intéressent parce que les gens se disent « Ok, on n'est pas seul, on sort un peu de cette bulle franco-française et il y a des réalités concrètes du terrain, de pays qui nous menacent ou de pays qui sont agressifs et pour lesquels il faut faire quelque chose. »
Donc plus ou moins, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les gens regardent ces vidéos et sont intéressés par ces vidéos. Et il faut continuer de produire du contenu dans ce sens-là et d'expliquer, de partager les connaissances. Si tu veux comprendre les relations internationales et la géopolitique, pour moi, il y a 3 approches. La première approche, c'est de suivre des créateurs comme moi, des associations qui essayent d'un peu vulgariser la chose. La deuxième, c'est d'aller voir sur les médias un peu plus traditionnels. Il y a des émissions, par exemple Dessous des cartes, qui font un travail remarquable, qui poussent parfois encore plus loin cette question-là. Et enfin, surtout, n'hésitez pas à aller voir la littérature spécialisée. Ça peut faire très peur de voir un papier de 20 pages publié par un chercheur, mais il suffit de mettre un sujet plus papier académique ou academic paper en anglais, et vous allez avoir des références exceptionnelles. Il y a plein d'outils de référencement, de bibliothèques en ligne, vous pouvez voir. Et là, ça peut faire peur, mais fondamentalement, vous lisez les informations, vous pouvez voir l'introduction, la conclusion, et déjà, c'est une première approche dans la compréhension que les relations internationales, la géopolitique, c'est peut-être pas seulement de l'opinion, c'est peut-être pas seulement de la vengeance, ou c'est peut-être pas seulement c'est peut-être pas seulement des intérêts qu'on pourrait qualifier de simples, mais qu'en fait, il y a des relations complexes à plusieurs échelles. Donc, pour le public qui nous regarde, suivez des gens comme moi, allez vous documenter sur la presse. Je ne suis pas là pour dire la presse, on ne les aime pas, etc. Ils font un excellent travail. Courrier International, par exemple, vous montre la presse de tous les pays du monde, qu'est-ce qui se passe, l'actualité. C'est important de comprendre parce que la défense, la géopolitique, c'est un monde qui évolue très rapidement. Moi, je suis beaucoup de journalistes ou d'académiques sur Twitter et c'est le troisième point. N'hésitez pas à aller regarder de la littérature, n'hésitez pas à aller vous documenter en profondeur s'il y a un sujet qui vous intéresse. Si tu regardes cette vidéo, mon message, c'est de te dire de prendre une opportunité, on ne va jamais te la donner. Engage-toi, sois peut-être un peu forceur sur les bords, dans le respect et dans la bienveillance évidemment, mais le monde est cruel, les gens vont te bloquer des opportunités, vont te dire mais t'es jeune, on n'a pas envie de t'écouter, qu'est-ce que t'en sais? Évidemment tu feras des erreurs, évidemment tu n'as pas la science infuse, évidemment tu n'es pas parfait, mais il faut avoir de la volonté. Il ne suffit pas d'avoir de la volonté, il faut avoir des contacts, c'est plus simple pour certaines personnes ou pour d'autres, mais il faut se battre en politique, en relations nationales, en défense. Il faut se battre, il faut imposer au fait aussi le fait qu'on a envie de s'y intéresser, surtout quand on vient de milieux défavorisés où la famille ne travaille pas forcément là-dedans. Il faut continuer, essayer de s'engager et prendre toutes les opportunités qui viennent à nous, réfléchir comment est-ce qu'on peut les tourner au mieux et essayer de les utiliser au maximum pour booster son dossier, son intérêt ou même savoir, écoute, j'ai pas envie de faire ça.